La promenade d'aujourd'hui nous conduira à Mycène. Mycène qui est mentionnée souvent dans les poèmes homériques avec des qualificatifs comme par exemple riche en or. Donc Mycène riche en or qui est le royaume mythique d'Agamemnon, le roi donc commandant l'armée des Achéens pendant la guerre de Troie. Et donc le nom de Mycène est souvent associé à des mythes grecs, tout ce qui tourne autour de la guerre de Troie. Le nom de Mycène est donc souvent le nom associé à des guerriers, comme on le voit sur ce vase aux guerriers qui a été découvert par les archéologues dans les ruines de Mycène, donc lorsque les fouilles ont été entreprises à la fin du 19e siècle. Et donc, je vous propose une promenade dans Mycène autour de quelques thèmes. D'abord, la visite du site, qui est assez ruiné et qui est parfois difficile à comprendre. Ensuite, je procéderai à une évocation de la civilisation mycénienne. Et puis, je terminerai en évoquant le legs de Mycène, c'est-à-dire un legs mythique, un legs de récits, de légendes, qui ont beaucoup influencé je dirais, la culture européenne, la civilisation européenne, en matière de littérature, pas seulement, dans tous les arts, même les arts les plus modernes, comme par exemple le cinéma ou la bande dessinée. Alors, commençons donc par une visite du site de Mycène. Alors Mycène se situe dans le Péloponnèse, en Argolide. L'Argolide, c'est la région d'Argos, et à quelques kilomètres d'Argos, eh bien, se situe la ville de Mycène. Au pied d'une colline, au pied d'une montagne, c'est comme ça qu'on l'appelle sur place, la montagne du prophète Élie, prophétis Ilias, qui est une montagne, on va dire, d'altitude très moyenne, puisqu'elle culmine à 805 mètres d'altitude. Et au pied de cette montagne, vous avez ici l'acropole de Mycène, les ruines de l'acropole de Mycène, qui dominent la plaine de l'Argolide, une plaine qui, dans l'Antiquité, était probablement consacrée à la culture des céréales, mais qui aujourd'hui est consacrée à la culture de l'olivier et des arbres fruitiers. Vous avez là une vue de l'Argolide vue depuis Mycène, vue vers le nord. Et voilà une vue vers l'ouest. Donc on voit le site d'Argos avec ses deux acropoles dans le lointain, et donc la plaine de l'Argolide qui s'étend entre Argos et Mycène. Ici, vous avez un petit morceau du golfe de Nauplie. On voit bien quelle est la position de Mycène. C'est une position forte, c'est une position surélevée, c'est une position qui donne un avantage considérable parce que l'on peut voir tous ceux qui passent de très loin, tous ceux qui passent et qui peuvent être animés d'intentions pas forcément très favorables. Tout cela se voit très bien depuis cette acropole de Mycène. Alors, la grande période de Mycène, comme je vous le disais, c'est le milieu et la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les ruines que l'on voit, les bâtiments que l'on voit en ruine aujourd'hui, ont été construits autour de 1350 à 1200 avant Jésus-Christ. Et bon, il y a évidemment des implantations humaines un peu antérieures. Il n'y en a pas beaucoup qui soient repérables pour la période postérieure. C'est-à-dire que tout le site tombe en ruine à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et à l'époque classique, il n'y a pas grand-chose à Mycène, une petite bourgade qui participe quand même aux guerres médiques malgré tout, mais une petite bourgade sans grande importance, qui est à un moment donné assujettie à Argos, qui est donc la ville qu'on voit en arrière-plan hein, sur la photographie. Argos se trouve ici. Argos prend donc le contrôle de Mycène, on pourrait dire, au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ensuite la ville tombe en ruine. Lorsque le géographe Pausanias, qui vit au 2e siècle après Jésus-Christ, à l'époque impériale romaine, lorsque Pausanias passe à Mycène, la ville est en ruine depuis longtemps, visiblement. Alors, voilà donc une autre vue du site, la colline du prophète Élie ici, et puis l'acropole de Mycène qui est là. Donc vous voyez que l'ensemble est très ruiné. Et encore, le site a été mis au jour en grande partie par les archéologues à partir de la fin du 19e siècle, mais en fait le nom de Mycène n'avait jamais été oublié, et même le site lui-même n'a jamais été oublié, parce que comme on va le voir, les murailles de la ville antique étaient tellement formidables qu'elles n'ont pas complètement disparu, elles n'ont jamais quitté véritablement le regard des hommes. Et cela se voit évidemment
sur cette gravure qui date de 1845. 1845, c'est l'époque, qui suit l'indépendance de la Grèce. C'est l'époque où l'on commence à s'intéresser à Mycène, où l'on commence à, voir, à venir voir d'un peu plus près ce qui a subsisté. C'est-à-dire pas grand-chose, mais quand même les murailles et notamment la porte des Lions qu'on voit là et qu'on voit, bien sûr très bien encore aujourd'hui, hein. Donc il y a un certain intérêt qui se manifeste pour Mycène, non pas simplement le thème, littéraire de Mycène, mais la Mycène, réelle, la Mycène historique, que l'on va commencer à reconnaître. Il y a des sondages archéologiques qui commencent à être effectués, à cette époque-là, donc vers 1840, et qui sont surtout entrepris, je veux dire des fouilles archéologiques d'ampleur sont entreprises en 1876 par l'archéologue allemand Heinrich Schliemann. Schliemann, c'est un archéologue donc extrêmement réputé de la fin du 19e siècle. C'est lui qui est allé fouiller à Troyes et qui a donc exhumé le site de Troyes, l'empilement des strates archéologiques sur le site de Troyes. Et donc Schliemann est intimement persuadé d'avoir découvert la Troie des poèmes homériques. Et ensuite, il va fouiller à Mycène à partir de 1876, pendant quelques mois, 76-77, et il met au jour, on va voir, des choses tout à fait remarquables. Il est donc convaincu d'avoir fouillé la Mycène de l'époque du roi Agamemnon, de même qu'il a fouillé à Troyes la ville de l'époque de Priam, c'est-à-dire les protagonistes évidemment du poème de l'Iliade. Alors après Schliemann, évidemment, il y a des successeurs, il y a toute une école anglaise qui va fouiller à Mycène, et puis bien sûr des archéologues grecs qui fouillent à Mycène au XIXe siècle et au XXe siècle. Aujourd'hui, on peut considérer que l'essentiel du site a été fouillé, et c'est ce qui a conduit à établir au début du XXIe siècle, en contrebas de l'Acropole, un petit musée de site. Je dis un petit musée, bon, il n'est pas très grand, c'est vrai, mais c'est un musée de site très bien fait, très intéressant et qui mérite le détour, comme on dit, donc lorsque l'on visite les ruines de Mycène. Alors voilà une autre vue de l'acropole. On voit très bien au sommet de l'acropole, sur le sommet de la colline, donc le palais des rois de Mycène que nous visiterons. Il y a sur les flancs de la colline, il y a donc les quartiers d'habitation, le tout étant entouré par une muraille très considérable, une muraille qui donc transforme la colline de Mycène en une forteresse, en une citadelle. Et à l'extérieur de cette muraille, il y a encore quelques quartiers d'habitation. Il y avait encore quelques quartiers d'habitation, donc à l'extérieur de la muraille, qui complétaient le panorama, la physionomie générale du lieu. Alors si on prend des représentations figurées, donc une maquette et des plans, on comprend mieux l'organisation. Ceci, c'est une maquette que l'on voit au musée de Mycène. Il y a donc ici, on est au sommet de la colline, c'est le Palais Royal, c'est le Mégaron, comme nous le dirons tout à l'heure. Vous voyez très bien l'enceinte fortifiée, hein, qui ceinture tout le lieu. Il y a ici la porte d'entrée, la porte des Lions, par laquelle nous allons passer. Et puis, à l'intérieur de la fortification, ces quartiers d'habitation dont je parlais. Et à l'extérieur de la fortification, il y a d'autres quartiers d'habitation ici, au pied de la colline. Et on note très bien, on repère très bien un premier cercle qui est là, qu'on appelle le cercle A, et ici un deuxième cercle qui est le cercle B. Ce sont des cercles de tombes, donc une zone funéraire qui existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la fortification, sans compter d'autres tombes un peu plus éloignées du site archéologique. Alors, si on prend une restitution par le dessin, qui est quand même un petit peu plus parlante même qu'une maquette, ne montrant finalement que les fondations des anciens bâtiments, on voit bien donc la muraille, on voit la porte, hein, la porte des Lions qui est ici, on voit les quartiers d'habitation, et notamment l'une des maisons ici, qui est la maison du vase aux guerriers, bon, le vase aux guerriers qu'on a vu il y a un instant, le cercle A des tombes, et puis sur le sommet de la colline, le palais royal, notamment le Mégaron qui est ici, et qui surplombe évidemment à la fois la forteresse, la ville et au fond toute la région. Alors nous visiterons tout cela, nous irons aussi dans la partie nord du site visiter la deuxième porte. Il y a une première porte, la porte des Lions, et une deuxième porte ici, la porte nord. Et dans ce secteur, nous verrons ce qu'est l'avantage tactique principal de la forteresse de Mycène, c'est-à-dire une citerne souterraine. Alors voilà un autre dessin qui concrétise un petit peu plus le parcours que l'on va effectuer. On va donc entrer par la porte des Lions, puis on ira voir
le château, enfin plus exactement le palais donc que les historiens appellent du terme homérique de Mégaron, et nous visiterons la poterne nord et la citerne qui se trouve par ici. Alors commençons donc le parcours par la porte des Lions. Heu, Peut-être un mot de chronologie. Il faut préciser d'abord que la gloire de Mycène, la puissance de Mycène, se déploie dans le courant du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et plus précisément dans le courant de la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les années 1400, 1300, 1200 avant Jésus-Christ. C'est donc le moment mycénien, on peut dire, dans ce deuxième millénaire. Il ne faut pas confondre cela avec un autre moment, un moment un petit peu plus ancien, la première moitié du deuxième millénaire, les années 1800, 1700, 1600 avant Jésus-Christ, que les historiens appellent l'époque minoenne, la civilisation minoenne, qui s'est principalement développée en Crète et tout particulièrement à Knossos, que nous avions pu visiter il y a quelques mois. Donc, Mycène et Knossos ne sont pas contemporaines pour le moment de leur épanouissement, ne se situent pas au même endroit, les phénomènes culturels ne sont pas tout à fait les mêmes entre donc la Crète minoenne et la Mycène mycénienne. Alors cette porte des Lions, donc, on estime qu'elle a été construite vers 1250 avant Jésus-Christ. 1250 avant Jésus-Christ, c'est l'époque qui coïncide tout à fait avec le milieu du règne du pharaon Ramsès II. Dont on parle en ce moment, comme vous le savez. Donc c'est ce moment-là exactement qui est choisi pour dater la construction de la porte. Non pas pour dater la construction de la forteresse, il y a tout un parcours évidemment qui explique ce que l'on voit, mais la porte elle-même donc remonte au milieu du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une porte tout à fait considérable. Il y a des murailles épaisses, des blocs de pierres considérables qui ont été empilés. C'est une pierre qu'on appelle un conglomérat, qui a été taillé, scié même, pour former ces montants de la porte, le linteau, le seuil. Ce sont des blocs très épais. Le seuil, par exemple, a une longueur de 4,65 m et 2,30 m de large. Tout cela est donc très impressionnant. Vous voyez aussi la forme particulière du mur ici. Les pierres ont été mises partiellement en recouvrement, ce qui veut dire que l'on a constitué ce que les architectes appellent un encorbellement de part et d'autre de la porte, ce qui permet d'alléger le poids que la muraille peut faire reposer sur le linteau. Donc, on a créé, en termes techniques, on appelle ça un triangle de décharge, et ce triangle de décharge a été orné d'une pierre moins lourde, d'une pierre moins épaisse et d'une pierre qui a été sculptée, qui a été décorée de deux lions de part et d'autre d'une colonne, lion et colonne reposant sur un autel pour les sacrifices. On voit que les lions donc se situent en partie sur l'autel et encadrent la colonne. Alors, il faut imaginer que la pierre qui a été utilisée pour ce relief des lions n'est pas la même que celle qui a été utilisée pour les murailles. C'est une pierre au grain plus fin qui permet de sculpter des reliefs. Dans le conglomérat, on ne serait pas arrivé à sculpter des reliefs. On a choisi aussi une pierre au grain encore plus fin pour former les têtes des lions, têtes qui ont été, comme vous le voyez, fixées par ces trous de fixation, mais têtes qui ne se sont pas conservées jusqu'à nos jours. On peut donc imaginer que sur ces lions sans tête aujourd'hui, on avait rapporté une tête sur laquelle on avait sculpté des yeux probablement qui devaient fixer la personne qui arrivait au pied de la porte, des yeux qui devaient peut-être impressionner, terroriser le visiteur, lui faire comprendre quelle était évidemment la signification du lieu. Alors ce lieu, c'est une porte. Il faut imaginer qu'il y avait ici une porte probablement à deux battants, une porte en bois, une porte à deux battants parce que dans les montants de la porte, on trouve encore des trous qui devaient abriter ce qu'on pourrait appeler les charnières de la porte. La porte elle-même ne s'est pas conservée, mais on voit encore très bien l'emplacement des charnières. Et donc, cette porte bien permettait soit d'empêcher le passage, soit de permettre le passage donc, et l'entrée dans la citadelle. Donc, une porte avec ce relief des lions. Quelle signification donner à ce relief des lions?
en dehors de l'utilité décorative, si on veut. On a donc les lions qui encadrent la colonne. Qu'est-ce que c'est que la colonne? Ça peut être une métaphore pour une divinité, mais en fait, il faut considérer cette colonne comme une colonne véritablement. Donc c'est une métaphore pour un bâtiment qui est soutenu par cette colonne. Le bâtiment, c'est le palais royal, évidemment, c'est la résidence du potentat dans la citadelle de Mycène. Et de chaque côté, on a donc les lions qui défendent, qui protègent, qui symbolisent aussi l'autorité du souverain installé dans la forteresse. On peut par conséquent rapprocher ces lions de la forteresse de Mycène des animaux héraldiques que l'on voit sur les armoiries au Moyen Âge, par exemple. Il y a une sorte de parallélisme que l'on peut établir donc entre ce relief des lions, qui est une sculpture très ancienne, 1250 avant Jésus-Christ, c'est la plus ancienne sculpture mégalithique de l'Europe occidentale que l'on connaisse, et on peut donc rapprocher cela des armoiries médiévales. Surtout que les lions et la colonne reposent sur un autel qui évoque le lien avec les divinités. C'est sur l'autel que l'on réalise les sacrifices pour les divinités. Donc, au fond, ce que nous dit cet autel, c'est que l'ordre que l'on voit, c'est-à-dire la colonne, le palais, le roi, les lions, cet ordre-là est conforme à la volonté des dieux. Une sorte de droit divin avant la lettre, et donc, eh bien, ce que nous dit cette sculpture des lions sur la porte de la forteresse de Mycène, c'est que c'est un éloge du roi de Mycène, c'est un éloge de la dynastie royale de Mycène, très certaine. Donc, une réalisation en 1250 avant Jésus-Christ environ pour cette porte des lions, pour cette sculpture des lions donc installée à cet emplacement-là il y a très longtemps et qui est toujours restée au même endroit en ayant toujours été visible depuis 3200 ans. Alors, si l'on entre dans la forteresse, on peut monter tout au sommet de la colline pour aller visiter le palais. Donc voilà, donc la colline et tout au sommet, les vestiges du palais, donc ici. Alors tout cela est très abstrait. On sait bien, lorsque l'on est au sommet de cette colline, que l'on a une très belle vue sur toute la région, ce sont les vues que l'on voyait tout à l'heure, mais tout cela est quand même bien abstrait. Donc peut-être qu'on va s'aider d'un dessin de restitution, d'un dessin d'interprétation, pour mieux comprendre les vestiges qui sont encore visibles aujourd'hui. Donc le palais qu'il a, c'est le numéro 20 sur le dessin, ce qu'on appelle le mégaron. Donc, pour accéder à ce palais, eh bien, il faut monter depuis le pied de la colline et arriver au pied de cette porte monumentale, ce propylone en quelque sorte, au pied, donc dans une cour. Il y a une première cour au pied de la porte. Puis lorsque l'on entre dans le palais, on arrive ici dans une deuxième cour devant le palais lui-même, devant le bâtiment lui-même. Alors voilà par exemple ce qu'est le Mégaron aujourd'hui. Alors il faut s'imaginer un bâtiment qui a existé, qui est ruiné depuis longtemps et dont les archéologues, depuis le 19e siècle, ont mis au jour les substructions et se sont efforcés d'interpréter la signification de ces substructions. Donc une cour et puis les éléments du palais. Alors, quelques dessins pour interpréter cela. Donc, la cour ici, et ces éléments du palais, on voit qu'ils se subdivisent en trois éléments, trois lieux particuliers. Un premier lieu qui est là, décoré de deux colonnes, des colonnes qui supportent le toit évidemment, qui est une sorte de porche, on pourrait dire. Une première pièce qui est une sorte d'antichambre pour entrer dans la deuxième pièce où il y a un foyer central et quatre colonnes. Sur un plan, on voit mieux la disposition. Donc, le foyer central, les quatre colonnes, la grande pièce, la première pièce en avant de cette grande pièce, le porche qui est là, et la cour, donc, devant le palais. Alors, les historiens ont utilisé pour désigner ces lieux des termes qu'ils ont trouvés dans les poèmes homériques. Le mégaron pour désigner l'ensemble du bâtiment et plus particulièrement la grande pièce, cette grande pièce qui porte donc ce nom de domos, la pièce qui se trouve devant le domos et tout ça qui est le nom du porche que l'on trouve dans les poèmes homériques et qui symbolise un peu la transition entre l'espace public dans le palais, la cour, et puis l'espace un peu moins public à l'intérieur du palais, autour du foyer. Alors, si l'on cherche à
faire une restitution, à suggérer une élévation de ce bâtiment, il y a beaucoup d'hypothèses qu'il faut faire, parce que comprenez que ce que les archéologues mettent au jour, ce sont en fait les fondations du bâtiment. Et donc toutes les parties élevées, il faut les imaginer simplement. Donc le dessin qui est là vous donne une élévation possible pour le bâtiment. C'est un dessin simplement, c'est un dessin en 2 dimensions seulement. Si l'on cherche à avoir une 3e dimension, on pourra trouver un autre dessin comme celui-ci qui a été utilisé dans un jeu vidéo, mais il m'a semblé que la restitution n'était pas inconcevable. Il faut simplement imaginer que la cour est moins fermée que ce que l'on voit sur ce dessin. Mais vous avez là le porche donc, et tout ça. Vous avez ici la première salle, la première pièce qui permet l'accès à la seconde, donc pronomos, et puis le domos avec le foyer central, le tout étant supporté par les 4 colonnes qu'on ne voit pas sur le dessin, mais dont les racines sont toujours visibles sur place. Donc au sommet de la colline, le palais royal, le mégaron, donc de cette forteresse de Mycène, et on trouve un mégaron comparable dans les autres palais mycéniens que l'on peut visiter, par exemple à Pylos, ou alors tout près de Mycène, à Tirynthe. À Tirynthe, il y a exactement la même structure, la grande salle avec un foyer central et 4 colonnes, une première salle, un porche et une cour. Alors, continuons notre visite et allons dans la partie nord de la citadelle pour voir la poterne nord, donc la 2e porte. Il y a la porte principale avec les lions, la 2e porte plus petite qui permet donc un autre accès dans la citadelle. Porte plus petite mais constituée de montants en pierre très impressionnants, d'un linteau très impressionnant. Ici, on n'a pas ménagé de triangle de décharge, il n'y a pas de décoration sculptée, mais vous pouvez imaginer le poids de ces pierres. Hein. La légende nous dit, à propos de Mycène, nous en parlerons tout à l'heure, que Persée a été le fondateur de Mycène. Persée, le héros mythologique, fonde Mycène, et construit les murailles. Et donc, il s'entoure, pour construire les murailles, il s'entoure des cyclopes qui viennent transporter les pierres et superposer les pierres, d'où le nom de fortification cyclopéenne ou de mur cyclopéen que l'on emploie souvent pour désigner cet appareil en très grosse pierre qui est courant donc à l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire la 2e moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les pierres sont encore plus grosses à Tirynthe qu'elles ne sont à Mycène. Et donc, dernier élément pour comprendre l'intérêt de cette forteresse de Mycène, de cette citadelle de Mycène, c'est cet escalier qui descend sous la muraille, qui descend dans le sol évidemment, mais qui descend sous la muraille en tout cas, jusqu'à une citerne souterraine, une citerne dans laquelle des conduites en terre cuite apportent de l'eau venant d'une source un peu extérieure à la citadelle. Donc l'eau de la source est conduite par des canalisations en terre cuite jusque dans cette citerne qui se trouve sous la muraille et qui est accessible par l'intérieur de la citadelle. Donc la citadelle de Mycène peut résister facilement à un siège puisqu'elle dispose d'eau. Vous savez que la faiblesse évidemment des assiégés, ce sont les ressources, hein, c'est les ressources en provisions, mais surtout les ressources en eau. S'il y a de l'eau disponible à l'intérieur de la forteresse, celle-ci est non pas vraiment imprenable, mais enfin elle est quand même très facile à défendre. Elle peut résister longtemps au siège des ennemis. Alors, à l'intérieur de la citadelle, il y a donc la porte, il y a les quartiers d'habitation, il y a le palais, il y a la citerne souterraine, et puis il y avait juste à côté de la porte des lions qu'on voit ici, il y a donc le cercle de tombes, le cercle A. Il y a un cercle A à l'intérieur des fortifications, là vous avez le mur de la forteresse, et un cercle B à l'extérieur, donc près de ce petit quartier d'habitation extérieur à la forteresse. Sur la photographie, vous voyez ici le parking du site archéologique d'aujourd'hui, et donc quand on vient visiter le site de Mycène, bien, on entre par là, on passe par la porte des lions, et puis ensuite on visite le site. Donc à l'entrée, le cercle des tombes qui est découvert, mis au jour par les premiers archéologues, par Heinrich Schliemann, donc en 1876 et 1877. Donc un lieu dans lequel se situent plusieurs tombes
que Schliemann fouille, des tombes qui vont être fouillées ensuite par ses successeurs, évidemment, et des tombes qui ont apporté un matériel absolument extraordinaire, qui figure en bonne place, bien sûr, au musée d'Athènes, dans le département mycénien, c'est-à-dire des masques d'or. Vous voyez là, j'ai photographié une vitrine qui vous montre 3 masques d'or qui viennent de ce cercle A des tombes. Les masques ne viennent pas de la même tombe, mais du même lieu, le cercle A. Et on a montré également dans la vitrine des poignards décorés, je parlerai de l'un d'entre eux tout à l'heure. Donc, ces 3 masques et un quatrième masque qui avait été trouvé, en tout 5 masques ont été trouvés, un quatrième masque qui est donc visible ici et que Schliemann a appelé, j'en reparlerai tout à l'heure, le masque d'Agamemnon. Donc, le cercle A des tombes à l'intérieur de la forteresse, il y a un cercle B des tombes à l'extérieur de la forteresse, et puis il y a d'autre part d'autres tombes un peu extérieures à l'ensemble. Voilà donc ici l'acropole de Mycène, et d'autres tombes situées à quelques centaines de mètres de la forteresse, des tombes qui ont une physionomie tout à fait différente. Ce sont des tombes, comme disent les spécialistes, des tombes à tholos, c'est-à-dire une coupole sur une tombe collective et une coupole enterrée, avec bien sûr une porte et un chemin d'accès pour accéder donc à cette porte. Voilà le chemin d'accès, l'allée qui permet d'accéder à la porte monumentale. On voit bien ici le triangle de décharge pour alléger le poids reposant sur le linteau, et donc la coupole en arrière-plan recouverte par la terre du tumulus. Voilà une photographie prise à l'intérieur de la coupole. Ça donne une idée évidemment de la taille tout à fait extraordinaire de cette coupole enterrée, coupole donc recouvrant une tombe collective. Alors, comment interpréter ces tombes? Qu'est-ce que c'est qu'une tombe collective? Est-ce que le cercle A ou le cercle B sont constitués de tombes collectives? Pas tout à fait. C'est un lieu où il y a différentes tombes. Là, c'est vraiment un bâtiment dans lequel il y a différentes tombes. Il est probable que l'on peut mettre cela en relation avec une généalogie, c'est-à-dire c'est sans doute un lignage qui a utilisé cette tombe. Il y a plusieurs tombes du même genre dans le secteur. Un lignage aristocratique, peut-être une dynastie royale, on ne sait pas bien, il n'y a pas d'inscription, hein, donc on ne sait pas. Mais c'est comme ça probablement qu'il faut interpréter ces vestiges funéraires très spectaculaires qu'il y a à Mycène. Alors, ceci nous amène évidemment à nous interroger sur ce que c'est que la civilisation mycénienne. Donc, pour avoir une idée de ce qu'est la civilisation mycénienne, le plus simple, c'est d'aller au musée archéologique national d'Athènes. À l'entrée, vous avez le département mycénien, plusieurs salles, qui évoquent cette civilisation mycénienne. Et donc, ce département du musée d'Athènes s'appelle département mycénien parce qu'il se réfère à la période de la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, parce qu'il se réfère donc à cette civilisation qui s'épanouit à ce moment-là, mais une bonne partie des objets présentés viennent en fait de Mycène. Et évidemment, ces objets présentés, quels sont-ils? Eh bien, il y a par exemple des visages qui peuvent être observés, des visages qui nous regardent même parfois. Alors voilà un premier visage, un visage d'une femme. C'est un élément de fresque, une fresque qui ornait les murs d'une maison du quartier d'habitation à l'intérieur de la citadelle, non pas la maison du vase aux guerriers, mais une autre maison qu'on appelle la maison de l'archiprêtre, où il y avait donc une fresque dont il reste quelques fragments, et notamment celui-ci. Donc c'est une femme qu'on voit de profil pour le visage, mais de face pour le corps. C'est une femme qui est vêtue de vêtements qui sont soigneusement dessinés, qui sont soigneusement réalisés aussi. C'est une femme dont les cheveux ont été soigneusement peignés, la chevelure est ornée de décorations, de bijoux. Et c'est une femme qui a des colliers, des bracelets aux poignets et dans les mains. Ici, on a collier et bracelet dans la main droite. Alors, qui est-ce? Bien sûr, on ne sait pas, il n'y a pas d'inscription, mais on doit hésiter entre 2 interprétations possibles. Ou bien il s'agit d'une représentation, d'un portrait, on pourrait dire, d'une dame qui habitait Mycène peut-être au XIIIe siècle avant Jésus-Christ,
donc la figuration d'une personne, ou bien c'est la représentation d'une divinité. Difficile de choisir entre les deux, hein. Disons qu'il est plus probable qu'il s'agisse de la représentation d'une divinité, mais enfin, nous sommes dans une maison qui apparemment n'est pas véritablement consacrée aux activités religieuses. On n'a pas vu d'autel, par exemple, dans cette maison. Donc, petite hésitation, mais ce qu'on peut apprécier, c'est la qualité du dessin, c'est la finesse de la représentation, c'est l'état de conservation aussi d'une fresque aussi ancienne. Et donc, tout cela fait penser évidemment aux fresques de Knossos précisément, dont nous avions parlé. Et c'est vrai qu'à Knossos, on a trouvé des éléments de fresques montrant précisément une femme vue de profil. C'est ce que Arthur Rivas avait appelé la Parisienne. Alors ici, ce n'est pas Knossos, ce n'est pas la Parisienne. Ce n'est d'ailleurs pas la même époque non plus, hein. Mais enfin, on a quand même ce visage féminin qui peut nous interpeller quand on évoque la civilisation mycénienne. Une autre dame de Mycène est exposée au musée d'Athènes. Là, ce n'est pas une fresque, c'est une petite statuette, la tête d'une petite statuette, qui nous montre donc un visage féminin également, aux yeux donc largement ouverts. L'expression qui est portée sur ce visage est une expression quand même assez, comment pourrait-on dire, assez sévère au fond, hein. Et donc même interrogation pour ce visage que pour le précédent. Est-ce un portrait, une représentation réaliste? Probablement pas. C'est beaucoup plus la figuration d'un être extraordinaire, d'une divinité sur laquelle bien sûr on ne sait rien, mais en tout cas qui a été ainsi figurée par les artistes du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est incontestable que ces deux visages humanisent beaucoup l'idée que l'on peut se faire de la civilisation mycénienne, qui autrement est bien sûr très abstraite. Et ces deux visages de femmes humanisent beaucoup aussi les autres visages que la civilisation mycénienne nous a légués, c'est-à-dire les masques funéraires, les masques trouvés dans le cercle A de la nécropole de Mycène. Alors, ce masque donc, que Schliemann a appelé masque d'Agamemnon, pourquoi l'a-t-il appelé masque d'Agamemnon? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Schliemann était persuadé d'avoir fouillé en Asie mineure la Troie de Priam, et donc il est persuadé de fouiller à Mycène, eh bien, la ville du roi Agamemnon. Donc, c'est le roi Agamemnon, selon lui. Le problème, c'est que la chronologie n'est pas du tout, hein. La chronologie du cercle A des tombes à Mycène, c'est donc le XVIe siècle avant Jésus-Christ, pour les différentes tombes qui ont été fouillées. Et pour la guerre de Troie, on va supposer que la guerre de Troie ait existé. Mais enfin, nous verrons que c'est quand même une création littéraire essentiellement. Mais enfin, à supposer qu'elle ait existé, on pourrait la dater du XIIe siècle avant Jésus-Christ, pas au-delà. Donc, lorsque le roi Agamemnon est censé régner sur Mycène, eh bien, le personnage dont vous voyez l'effigie ici est mort depuis longtemps. Alors, c'est un masque, oui, un masque royal. Bon, qu'est-ce que ça signifie exactement? S'agit-il d'un masque mortuaire? Pas vraiment. C'est une feuille d'or qui a été travaillée au repoussé et c'est pas du tout quelque chose qu'on aurait pu appliquer sur un visage pour conserver l'image du défunt. C'est ça un masque mortuaire, en fait. On s'efforce de conserver l'image du défunt. Ici, le matériau employé ne permet pas de conserver l'image du défunt par simple contact, si je puis dire. C'est pas un masque de cire, autrement dit, ou de plâtre. C'est une feuille d'or mince peut-être, et l'or est malléable, on le sait bien, mais enfin, il faut quand même travailler le métal, on le travaille au repoussé, et on simplifie un petit peu les détails. Vous voyez par exemple la manière dont les sourcils sont représentés, ou dont la moustache est représentée, donc c'est un dessin stylisé en fait, qui a été utilisé pour orner ce visage. La bouche est close, les yeux sont fermés, à moins qu'ils soient ouverts, on hésite un peu sur l'interprétation de ses yeux. Donc, faut-il en faire un portrait? Non, probablement pas. Mais si l'on a éprouvé le besoin de déposer dans la tombe cet objet, c'est non pas pour conserver l'image du visage du défunt, parce qu'il aurait été dans ce cas plus judicieux de ne pas mettre l'image du défunt dans la tombe, mais plutôt de la mettre à l'extérieur. On ne met pas les masques funéraires dans les tombes, normalement. Donc, ce n'est pas cela l'interprétation. L'interprétation, c'est plutôt euh, la reconnaissance, l'éloge de la puissance du personnage, la concrétisation de sa richesse aussi,
Peut-être que, compte tenu des qualités de l'or inaltérable, peut-être qu'il y a un rapport peut-être avec la lumière, quelque chose en rapport avec la lumière, ça se peut, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut se représenter le masque. Non pas un masque funéraire au sens de visage préservé, mais certainement un masque royal au sens d'éloge de la puissance et de l'autorité du personnage enterré, qui est vraisemblablement l'un des rois de Mycène du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, même commentaire pour les autres masques. Celui-ci, par exemple, le même endroit, hein, le cercle A, mais pas la même tombe, la tombe 4, et donc la même époque. Donc, même technique, une feuille d'or travaillée au repoussé, des éléments du visage qui sont simplifiés. Ce n'est pas un masque funéraire, mais certainement c'est un masque royal. Même remarque pour celui-là, qui a une physionomie sans doute un petit peu différente. Là, on se rapproche peut-être un petit peu plus d'un portrait, mais donc même commentaire à faire. Donc 5 masques d'or trouvés par Heinrich Schliemann dans ses tombes du cercle A, pour une période donc très ancienne, hein, 16e siècle avant Jésus-Christ, donc avant la construction de la Porte des Lions, période très ancienne. Pour cette période très ancienne du deuxième millénaire, il y a donc des masques d'or en Grèce, et comme vous savez, il y en a aussi en Égypte, hein. Le masque de Toutankhamon date du 14e siècle avant Jésus-Christ. Alors, ces masques donc humanisent un petit peu l'image que nous avons de la civilisation mycénienne. On peut aller un peu plus loin et essayer de décrire l'univers de Mycène en fonction des éléments que nous possédons. Et ces éléments que nous possédons sont des éléments archéologiques. La carte que vous voyez là traduit, enfin pointe, localise les lieux où des vestiges archéologiques ont été découverts au fil du temps depuis le 19e siècle, vestiges archéologiques se rattachant à la période dont nous parlons, donc milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Ces lieux sont soit des forteresses, des éléments très concrets, très importants, très, très visibles, des palais, des citadelles, soit des tombes dans lesquelles des éléments mycéniens ont pu être découverts. Et cela nous trace donc une géographie du monde mycénien qui s'étend, comme on le voit évidemment sur la péninsule du Péloponnèse, qui s'étend sur le sud de la péninsule balkanique, notamment la partie orientale de cette péninsule balkanique, et qui s'étend sur une partie des îles de la mer Égée. Pas vraiment les îles du nord de la mer Égée, mais plutôt l'Égée centrale et bien sûr les Cyclades et le Dodécanèse. Et puis bien sûr aussi la Crète. Lorsque nous avions visité Knossos, nous nous étions demandé comment interpréter la présence mycénienne en Crète, hein. Vous savez que les archéologues spécialistes de la civilisation minoenne préfèrent parler d'étages post-palatiales plutôt que d'étages mycéniens. Enfin, il y a quand même des vestiges mycéniens en Crète, et notre point de vue ici étant un point de vue mycénien, alors on peut annexer la Crète sans hésiter. Voilà donc la géographie que l'archéologie nous suggère, la géographie du monde mycénien que l'archéologie peut nous suggérer. Et cette carte peut être mise en rapport avec autre chose, avec celle-ci, qui est ce que l'on pourrait appeler la carte homérique, de l'univers homérique. Dans l'Iliade, vous avez, on en parlera, mais enfin, vous avez une armée, l'armée des Achéens, qui est décrite par le poète qui décrit les principaux héros, les principaux princes participant à la guerre, en indiquant leur nom, bien souvent, et en indiquant le lieu d'où ils viennent. Et donc, en pointant sur la carte ces noms et ces lieux, eh bien, on peut tracer ainsi une carte du monde homérique, donc assez précise au fond. Et on voit que cette carte du monde homérique ressemble quand même beaucoup à la carte du monde mycénien. Les points communs sont très importants. Il y a simplement quelques exceptions. Ce sont les îles de la mer Égée, justement, qui figurent sur la carte du monde mycénien et qui ne figurent pas vraiment sur la carte du monde homérique, tout au moins si on se place dans l'Iliade. Évidemment, pour le lycée, ce sera sans doute différent. Et donc, voilà, simplement la comparaison de ces deux géographies nous amène à nous demander quelle relation il peut y avoir entre la civilisation mycénienne très ancienne et les poèmes homériques très postérieurs à l'époque mycénienne, mais qui néanmoins présentent une géographie comparable. Ce point sera évidemment envisagé un peu plus tard. Donc, une géographie du monde mycénien. Donc,
que l'on voit bien sur ces cartes. On peut remarquer aussi, deuxième trait caractéristique de la civilisation mycénienne, l'écriture existe. Je ne dirais pas que c'est une civilisation de l'écrit, mais l'écriture existe. Ce qui veut dire que l'écriture joue un rôle dans la civilisation mycénienne, mais sans doute pas un rôle très important, mais un rôle quand même. Les historiens, les archéologues, depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, ont trouvé dans les sites archéologiques des tablettes en terre cuite, des tablettes qui portent des signes inscrits. Alors, ces signes inscrits appartiennent à plusieurs familles, mais pour ce qui nous concerne, donc civilisation mycénienne, ces signes inscrits, ce sont des signes linéaires B. On distingue les linéaires A, les hiéroglyphes crétois, le linéaire B. Ici, c'est le linéaire B dont il s'agit. Alors, il faut insister là-dessus parce que cela signifie que les tablettes qui ont été découvertes en contexte archéologique comportent des signes inscrits. Et ces signes inscrits ont pu être étudiés, analysés par les historiens, par les spécialistes, et dans certains cas, on a pu déchiffrer le système d'écriture. Pour le système linéaire B que vous voyez là, eh bien, il a fait l'objet des travaux dans les années 50, des travaux d'un mathématicien anglais, Michael Ventris, qui a réussi à comprendre la logique de fonctionnement du système. Il a réussi à comprendre que les signes transcrivent non pas des sons, mais des syllabes, non pas des lettres, mais des syllabes, que ces syllabes, on peut les associer pour former des mots, et lorsqu'on les associe pour former des mots, alors on trouve des mots grecs. Une variante très ancienne de la langue grecque, une variante archaïque de la langue grecque, sans doute, mais enfin du grec quand même. Et donc, le mathématicien anglais, Michael Ventris, s'est associé avec un helléniste, John Chadwick, et Ventris et Chadwick ont donc réussi à déchiffrer les tablettes mycéniennes, à en proposer une édition, enfin surtout Chadwick, parce que Ventris est mort dans un accident de la route trop tôt, et donc présenter une édition et une traduction éventuellement de ces tablettes mycéniennes avec des commentaires, et l'on a pu ainsi avoir un éclairage très particulier, très important, très original sur la civilisation mycénienne. Les tablettes mycéniennes nous ont permis donc de pointer sur une carte eh bien, les lieux en relation avec les textes écrits. La carte qu'on a vue tout à l'heure, c'était la carte des lieux où des vestiges archéologiques mycéniens avaient été trouvés. Ici, c'est la carte des lieux qui sont évoqués dans les tablettes écrites. La géographie n'est pas absolument la même, mais enfin, il y a quand même beaucoup de points communs, évidemment, pour toute la mer Égée, pour toute la Méditerranée orientale, bien sûr. Mais on voit que certaines tablettes font allusion à des régions très éloignées, notamment ici en Égypte. Ces textes mycéniens, donc, sont particulièrement intéressants, particulièrement importants, particulièrement utiles à la compréhension et à la connaissance de l'univers mycénien. Le problème, c'est que ces tablettes en linéaire B enfin, les textes qui sont écrits sont surtout des textes comptables. Ce sont des listes de roues de chariots, des listes de moutons, et donc des inventaires essentiellement. Tout cela, d'une certaine manière, est extrêmement intéressant, mais d'un autre côté, c'est très décevant. On aurait aimé trouver des épopées, des textes littéraires, des textes, je sais pas moi, philosophie, enfin, tout ce qu'on veut, sauf des listes comptables. Or, il n'y a que des listes comptables. Donc, des textes mycéniens très utiles et en même temps très limités, très décevants. Si l'on veut accéder à la compréhension, à la connaissance de l'imaginaire mycénien, ce ne sont pas les tablettes inscrites qui peuvent nous aider vraiment à ce sujet. Il y a d'autres objets qui peuvent nous aider à ce sujet, d'autres objets qui peuvent nous apporter quelques éléments voilà, sur la civilisation mycénienne dans ses aspects comment dirais-je, mythiques et même presque littéraires au fond. Je prendrai un exemple pour faire comprendre ça, pour faire comprendre la possibilité qu'il y a d'accéder à la civilisation mycénienne par des voies un petit peu détournées. Tout à l'heure, on voyait une photographie nous montrant le site de la forteresse au pied de la colline du prophète Élie, au pied de la colline prophétique Ilias.
Et quand on prend le début d'une tragédie donc de la période classique d'Échille, l'Agamemnon, on voit le tout début qui met en scène des protagonistes qui sont installés dans le palais de Mycène et qui évoquent le guetteur situé sur la montagne du prophète Élie. Le guetteur qui a été installé là pour observer les environs et pour signaler l'arrivée de la colonne de soldats accompagnant le roi Agamemnon. Le roi Agamemnon rentre de la guerre de Troie et le guetteur est chargé de le voir de loin, de manière à avertir dans la citadelle de Mycène que le roi approche. Bon. Les archéologues ont fouillé le sommet de la colline du prophète Élie et ils ont trouvé des vestiges archéologiques de ce qu'on pourrait appeler un poste de guet, au fond. C'est assez logique, au fond, hein, qu'on installe un poste de guet sur le sommet d'une montagne plutôt qu'en race campagne, bien sûr. Donc, la tragédie du 5e siècle avant Jésus-Christ évoque les guetteurs sur la colline et les vestiges archéologiques datent du 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y a dans le texte récent, enfin relativement récent, il y a comme une sorte de réminiscence, comme une sorte de souvenir des temps anciens. C'est cela que j'appelle l'ombre de Mycène. L'ombre de Mycène qui se projette à travers le temps et dont on peut éventuellement observer quelques parcelles. Je prends un exemple concret, 3 exemples concrets. Dans la vitrine contenant les masques d'or du cercle A des tombes, vitrine qui est installée au musée d'Athènes, eh bien, vous aviez des lames de poignard, plusieurs lames de poignard décorées. En voici une. Donc, c'est un poignard décoratif, évidemment, qui n'est pas destiné à être utilisé vraiment. C'est une lame en bronze qui est incrustée de petits personnages qui évoquent une scène. Et la scène, c'est un combat entre les hommes et le lion. Combat, évidemment, très, très grave et très important, où certains laissent la vie et où d'autres espèrent bien l'emporter sur l'animal. Le travail est très bien fait. Le bronze a été, comment on dit, niellé, on l'a préparé pour recevoir des incrustations d'or pour le lion et des incrustations d'électrum pour les personnages. L'électrum, c'est de l'or blanc, c'est un alliage naturel d'or et d'argent. Et donc, cette lame de poignard nous montre une scène, la scène du combat contre le fauve, une scène qui décore la lame de poignard, mais une scène à propos de laquelle le poète peut éventuellement raconter les hauts faits des combattants. On peut très bien brosser à partir de cette scène toute une série de récits, toute une série de légendes. Et on peut dresser et brosser ces récits et ces légendes quand on a la lame de poignard sous les yeux, ou même, bien sûr, quand on ne l'a pas. Et on trouve des scènes de ce genre. Alors, pas forcément la scène du combat contre le lion, mais ça peut être le siège d'une ville, par exemple, ou alors la description d'un bouclier, ou bien la description d'un casque. Thème très précis, très un peu stéréotypé, si l'on veut, autour duquel peuvent se greffer des récits que l'on pourra étoffer éventuellement au fil du temps, même si on n'a plus sous les yeux la lame montrant la scène de combat contre le lion, le siège de la ville ou la description du bouclier. On trouve ce genre de choses dans l'Iliade. Dans l'Iliade, il y a beaucoup de scènes qu'on pourrait qualifier de scènes un petit peu convenues, c'est-à-dire des scènes que l'on peut retrouver à différents endroits et dont on peut penser que peut-être ils ont été, enfin ces éléments euh, ont été abrités dans la mémoire des poètes, dans la mémoire des Aèdes, et ont pu ainsi franchir le temps. Et donc établir une sorte de passerelle entre le poème et un arrière-plan historique très ancien, oublié de tous, sauf peut-être de cette façon. Un autre exemple sera peut-être plus explicite. Voilà par exemple une coupe en or qui a été trouvée dans le cercle A des tombes de Mycène, dans la tombe 4, c'est-à-dire la tombe où il n'y a pas le masque d'Agamemnon, mais l'autre, et donc coupe enfouie au XVIe siècle avant Jésus-Christ, est découverte par les archéologues après Schliemann, donc à la fin du XIXe siècle, après Jésus-Christ, donc proche de nous. Donc une coupe qui est bien sûr complètement inconnue, complètement oubliée au moment où les poèmes homériques sont rédigés.
coupe qui est oubliée lorsque les poèmes homériques sont conçus oralement, et oubliée aussi lorsque ces poèmes sont mis par écrit et continuent à circuler par écrit. Or, quand on prend l'Iliade au chant 11, on voit un passage qui nous décrit une coupe. Là paraît cette coupe superbe que le vieux Nestor apporta de Pylos. Elle est enrichie de clous d'or. Tout autour sont 4 anses arrondies, et sur chacune, 2 colombes d'or semblent prendre leur nourriture. Sur la coupe qui est là, il n'y a pas 4 anses, il n'y a pas 4 colombes, il y a 2 anses et 2 colombes. Cette coupe est à double fond. Quand elle est remplie, aucun autre ne la soulèverait de la table qu'avec peine, mais le vieux Nestor la porte sans effort. Et qu'Ahmed, semblable aux déesses, met dans cette coupe du vin de Pramné, elle y mélange du fromage de chèvre qu'elle a réduit en poudre avec une râpe d'airain et répand au-dessus de la blanche fleur de farine. Ce breuvage préparé, elle les invite à boire. Les 2 héros apaisent leur soif dévorante et, parlant tour à tour, ils goûtent le charme des doux entretiens. Alors voilà un exemple caractéristique de ce que l'on pourrait appeler l'ombre de Mycène, c'est-à-dire que les auteurs de l'Iliade, ou l'auteur de l'Iliade, peu importe, enfin, lorsque l'Iliade a été composée, a été façonnée, a été rédigée, la coupe que vous avez sous les yeux est enterrée depuis des siècles, depuis très longtemps. Personne ne l'a vue, personne ne s'en souvient, et pourtant on l'a décrit. Troisième exemple, un casque en dents de sanglier. Alors celui-ci n'a pas été découvert à Mycène, dans le cercle A des tombes. On n'a pas trouvé de casque en dents de sanglier à Mycène, à vrai dire, mais on en a trouvé à plusieurs endroits dans le monde mycénien. Vous avez des casques en dents de sanglier dans plusieurs musées grecs aujourd'hui. Celui-là a été trouvé à Spata. Spata, c'est en Attique, c'est à l'est d'Athènes. C'est là qu'il y a l'aéroport d'Athènes. L'aéroport d'Athènes qui a été construit il y a une vingtaine d'années. Et donc ces travaux de construction de l'aéroport ont permis de fouiller le site et ont permis de trouver donc ce casque en dents de sanglier qui est daté de l'époque mycénienne, daté donc du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Et quand on prend l'Iliade, au chant 10, on trouve le texte suivant. Mérion donne à Ulysse un arc, un carquois et une épée. Il lui pose aussi sur la tête un casque de peau. L'intérieur est solidement revêtu de plusieurs courroies. Au dehors et tout autour paraissent pressées et rangées avec art les dents blanches d'un sanglier terrible. Le milieu est garni d'un épais tissu de laine. Ce casque est celui qu'Autolycos enleva dans Éléon au vaillant Amintor, fils d'Orménos, quand il ravagea le superbe palais de ce guerrier. Dans la ville de Scandie, Autolycos le céda jadis à Amphidamas de Cythère. Amphidamas le remit à Molos comme un présent d'hospitalité. Ce guerrier voulut que son fils Mérion le portât dans les batailles, et maintenant il couvre la tête d'Ulysse et la protège. Donc, même raisonnement, lorsque ce casque a été décrit, enfin plutôt, même raisonnement, si on peut dire. L'Iliade, au chant 10, décrit un casque qui est censé être le casque d'Ulysse. Alors, c'est peut-être une création pure, évidemment. Mais il se trouve que des siècles auparavant, des casques de ce genre existaient, avaient été enterrés dans des tombes et que les archéologues les ont découverts au 19e ou 20e siècle. Donc, il y a un lien, évidemment, entre les poèmes homériques et la civilisation mycénienne. Mais quel lien? Voilà, quel lien? Ça, là, je crois qu'il faut s'arrêter sur l'analyse de ces objets. Le seul lien que l'on peut identifier, c'est des éléments figurant dans la mémoire des poètes, une sorte de fatras, de légendes, de récits, de scènes un peu stéréotypées qui ont vécu dans la mémoire des poètes et qui, au fil du temps, ont évolué, se sont enrichis, se sont transformés, se sont associés et ont fini par être associés et composés dans des poèmes qui ont fini par être rédigés et par donner l'Iliade qui nous a été transmise par la suite au fil du temps. Donc, ces éléments-là ne sont pas des éléments historiques, et dans l'Iliade, il n'y a rien d'historique. La guerre de Troie, c'est une invention, c'est une création littéraire, bien entendu. Mais enfin, l'univers homérique n'est pas sans rapport avec l'univers mycénien très ancien. Il y a une ombre, peut-être, qui a été portée par Mycène sur les poèmes. Et donc, on voit par là pourquoi Mycène se trouve au cœur des légendes grecques. Ces légendes grecques, elles sont pour les Grecs à la fois des légendes, des inventions poétiques, mais en même temps quelque chose qui traduit une certaine réalité. C'est ce que nous dit évidemment, ce que nous disent les poètes. Ces légendes grecques, elles se souviennent peut-être de quelque chose, d'un passé très ancien, mais surtout elles nous racontent quelque chose qui est
en relation avec des lieux et notamment avec Mycène. Donc je vais passer en revue quelques-unes de ces légendes grecques qui seront centrées autour de la personne des rois de Mycène, d'Agamemnon par exemple, si l'on admet que ce masque est celui d'Agamemnon. Parce que il y a de nombreuses légendes grecques, nombreux mythes et légendes grecques. On peut introduire un petit peu d'ordre dans tout cela. Vous avez par exemple un premier ensemble de récits qu'on pourrait appeler le cycle thébain, qui raconte les aventures d'Édipe, d'Antigone, du Sphinx, etc. Bon, tout ça, c'est un premier ensemble qui n'est pas notre sujet puisque Mycène n'est pas concerné. Un deuxième ensemble, appelons-le le cycle crétois, nous raconte les aventures de Thésée, du Minotaure et des deux sœurs, Ariane et Phèdre. Bon, là aussi, c'est un ensemble riche et complet, mais le roi de Mycène n'est pas spécialement concerné, donc on peut laisser de côté ce cycle crétois. Et puis, il y a un dernier ensemble, eh bien, on va l'appeler le cycle troyen. Ce cycle troyen qui est donc organisé autour, sans doute, de la guerre de Troie, mais dans laquelle, la guerre de Troie, et dans lequel le cycle, le roi de Mycène a eu un rôle, une importance très grande. Donc, les poèmes l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi quantité d'autres poèmes dont on sait qu'ils ont existé et qui ont disparu aujourd'hui, mais qui décrivaient quelques aspects de ces légendes troyennes, peuvent être évoqués. Si on prend par exemple l'anecdote du cheval de Troie, le cheval de Troie introduit par les Achéens à l'intérieur de la forteresse de Troie et qui est le moyen par lequel les Achéens ont réussi à prendre et à détruire la ville de Troie. Eh bien, cette anecdote du cheval de Troie est très connue, mais quand vous lisez l'Iliade, elle n'y figure pas. Pas plus que quand vous lisez l'Odyssée. Donc, c'est une anecdote qui était racontée dans des poèmes qui ont disparu, mais dont on a conservé le souvenir. Donc, on peut retracer tout un ensemble d'aventures autour de Troie. Je vais donc retracer les grandes lignes de ce mythe troyen. La guerre de Troie, donc, une guerre qui est lancée par les Achéens contre Troie, une armée est réunie, une armée qui est décrite. On parlait tout à l'heure du catalogue des vaisseaux, 1186 navires, plus de 100 000 hommes prennent le chemin de Troie et sont commandés par Agamemnon, roi de Mycène. Alors pourquoi? Lisez donc les poèmes grecs, mais pourquoi il s'agit de trouver un moyen de laver l'offense que Paris, le fils du roi de Troie, Priam, a faite à Ménélas, roi de Sparte, en enlevant sa femme Hélène. Ménélas est roi de Sparte, c'est le frère d'Agamemnon. Une offense a été faite à Agamemnon aussi, donc, et une offense faite aux Achéens de façon générale, qui partent donc en campagne contre Troie. Et on voit que le commandant en chef, en somme, de l'expédition est le roi de Mycène. Mycène est au centre de ces légendes, de ce cycle troyen, au centre de ces légendes autour de la guerre de Troie. Il y a d'autres aspects qui peuvent être liés à Mycène aussi. C'est à Mycène que se situent aussi d'autres légendes, plus ou moins liées à celle-ci, d'autres légendes autour de deux personnages différents, Eurysthée et Atrée. Alors, Eurysthée est le dernier descendant du fondateur de Mycène, parce que Pausanias nous dit que les Grecs savent que Persée a fondé Mycène. Oui, Persée, un héros mythique dont on sait qu'il a fondé Mycène. Bon. Eh bien, Eurysthée est le dernier descendant de Persée, roi de Mycène, le dernier roi de Mycène issu de la lignée de Persée, et cette Eurysthée est le personnage qui inflige à Héraclès l'obligation de réaliser les fameux 12 travaux. Et les 12 travaux d'Héraclès eh bien, amènent Héraclès à être en contact à plusieurs reprises avec Eurysthée. Ici, on a une scène représentée sur une amphore, sur un vase étrusque, un vase fabriqué à Cerveteri, et qui nous montre le chien Cerbère venu des enfers, donc amené par
Héraclès, on reconnaît Héraclès à sa massue, amené par Héraclès à Eurysthée, et Eurysthée, roi de Mycène, terrifié par le chien Cerbère, se réfugie dans un vase pour éviter d'être dévoré par Cerbère. Voilà donc un élément du mythe d'Héraclès, des aventures d'Héraclès, un élément qui met directement en scène Eurysthée, roi de Mycène. Autre ensemble de récits autour des rois de Mycène, eh bien, si l'on admet qu'il y a une généalogie des rois de Mycène, une généalogie qui commence donc avec Persée, lorsque la dynastie de Persée s'éteint avec Eurysthée, il y a forcément une autre dynastie qui prend place, c'est la dynastie de Pélops et des descendants de Pélops, parmi lesquels il y a Atrée. Atrée, roi de Mycène. Donc, les Atrides constituent un autre ensemble de personnages en rapport avec Mycène. Donc, Atrée, roi de Mycène, ici. Et donc, il y a une famille, une dynastie royale à Mycène, qui est la deuxième dynastie royale, après les descendants de Persée et les descendants de Pélops, parmi lesquels il y a donc Atrée. Et donc là, on a affaire aussi à un ensemble de récits, un ensemble de légendes grecques organisées autour de Mycène. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais tout de même. Donc, Pélops, roi de Mycène, a deux fils, Atrée et Thyeste, deux fils jumeaux. Pélops, roi de Mycène, cède le pouvoir à sa mort à l'un de ses fils. Et je n'entre pas dans le détail, mais Zeus intervient pour que le fils en question soit Atrée. Donc, un avantage est accordé à Atrée par rapport à Thyeste, et donc un préjudice est causé à Thyeste par rapport à Atrée. Préjudice que l'on peut éventuellement supporter, puisque c'est Zeus qui est à l'origine de cette décision, mais enfin un préjudice que Thyeste a un petit peu de mal à supporter. Il s'arrange donc pour détrôner son frère, et devient roi de Mycène. Mais Zeus intervient pour forcer Thyeste à rendre le pouvoir à Atrée, et donc Thyeste cesse d'être roi de Mycène, et Atrée redevient roi de Mycène. Donc il y a un contentieux entre les deux frères, évidemment, un contentieux qui doit être résolu. Et donc Atrée fait mine de se réconcilier avec Thyeste, et il lui offre un grand banquet pour marquer la réconciliation, grand banquet au cours duquel un plat de viande extraordinaire est offert à Thyeste par Atrée. Et lorsqu'Athieste a mangé de ce plat extraordinaire, Atrée lui révèle qu'en fait, il vient de dévorer ses fils. Les fils qui ont été accommodés en ragoût par Atrée et servis à Thyeste. Thyeste donc mange les chairs de ses fils, tués par Atrée. Alors évidemment, c'est là un crime impardonnable, une malédiction est lancée par Thyeste à Atrée, mais une malédiction est lancée par les dieux à Atrée aussi, qui s'est dans une certaine mesure affranchi du genre humain en commettant un tel crime. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les Atrides? Les Atrides, c'est Atrée, les descendants d'Atrée, mais aussi tous ceux qui sont liés à Atrée dans cette affaire. Et parmi les descendants d'Atrée, on trouve Agamemnon, roi de Mycène, et on trouve Oreste, fils d'Agamemnon. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais vous voyez que les lignes noires indiquent les relations de filiation et d'union entre les personnages. Mais les lignes rouges indiquent les liens de sang qui existent entre les personnages. Liens de sang de la filiation, ça sont les lignes noires, mais liens de sang du meurtre et de l'assassinat, ce sont les lignes rouges. Donc, vous pouvez comprendre que les récits mettant en scène les Atrides sont extrêmement complexes et que, par conséquent, je ne vais pas entrer plus dans le détail. Mais ces récits ont été un matériau extraordinaire pour les poètes, pour les écrivains au fil du temps, et bien entendu, dans l'Antiquité, vous avez quantité de textes réalisés par les auteurs grecs qui utilisent ce matériau mycénien comme élément pour leur création. Et si on prend par exemple un petit schéma qui montre la diffusion des personnages, la diffusion des Atrides dans la littérature, voilà quelques exemples, on voit qu'il y a une diffusion très large dans la littérature grecque antique, mais que certains personnages ensuite ont été aussi repris par des auteurs au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, au XXe siècle et même au XXIe siècle. Il y a donc là un matériau extraordinaire qui a été utilisé au fil du temps par les artistes. Alors c'est très net dans la Grèce antique, mais ça va être net aussi dans le théâtre romain antique.
Et il faut insister sur cette idée, c'est que ce que nous savons en Europe occidentale de la civilisation grecque, en grande partie, nous le savons par l'intermédiaire de la civilisation romaine. Pas en totalité, mais en grande partie, et surtout dans les périodes un petit peu anciennes. C'est-à-dire que toutes ces légendes grecques, elles nous ont été transmises en grande partie par des auteurs latins. Et on le voit bien si on prend le cas de Sénèque, par exemple. Sénèque, c'est un auteur qui vit au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a un certain rôle politique, on peut dire. Il a évolué dans l'entourage de l'empereur Néron. Il a été le précepteur de l'empereur Néron, donc au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Sénèque a été un auteur assez prolifique. Il a une œuvre assez abondante qui a été, dans l'ensemble, assez bien conservée pour un auteur antique, et notamment son théâtre. Il y a au moins 7 ou 8 pièces de Sénèque qui nous ont été transmises, dont nous avons le texte complet. Il y a même une de ces pièces pour lesquelles nous pouvons être à peu près certains de la date de composition. 53 après Jésus-Christ, c'est la date de composition de l'Agamemnon de Sénèque. Et donc, dans l'Agamemnon de Sénèque, que voit-on? Eh bien, on voit que Sénèque met en scène quelques-uns des Atrides. Il met en scène donc ces Atrides autour d'Agamemnon, donc c'est le titre de la pièce. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de l'analyse de l'argument de la pièce, hein, pour voir quel rapport il peut y avoir avec les auteurs anciens ou pas, les auteurs grecs, je veux dire, ou pas. Mais néanmoins, on voit là que ces légendes mycéniennes ont été utilisées par Sénèque, ont été employées et introduites dans la création littéraire que celui-ci a réalisée. Il y a dans le théâtre romain, dans le théâtre latin, il y a un ensemble de pièces qui sont des pièces romaines, des pièces en latin, mais à sujet grec. Et puis, vous avez des pièces qui sont romaines en latin et à sujet romain, ou à sujet latin. On distingue fabula cotornata et fabula praetexta. Donc, le fait qu'il y ait un genre littéraire constitué de pièces en latin mais à sujet grec montre bien le rôle d'intermédiaire, le rôle de passeur que l'Empire romain a pu, enfin la civilisation romaine a pu réaliser au fil du temps. J'ai pris l'exemple de Sénèque, il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre, Virgile, Ovide, etc., bien entendu. Et ces textes-là, donc, ont existé dans l'Antiquité. Il y a un univers culturel. L'historien Paul Veyne parlait d'univers culturel gréco-romain au sens où il y a cette association des éléments grecs et latins. Mais gréco-romain, c'est surtout là pour les Romains. Pour les Grecs, il n'y a jamais eu d'importation de thèmes romains, ou pas vraiment d'importation de thèmes romains dans leur production dans l'Antiquité. C'est une relation à sens unique, si l'on peut dire. Mais une relation quand même qui a existé. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les textes de Sénèque, et notamment l'Agamemnon, les textes de Sénèque ont été écrits, copiés, recopiés au fil du temps. Les spécialistes de philologie peuvent établir la généalogie des textes, le parcours du texte de manuscrit en manuscrit au fil du temps. Et on a pu reconstituer ce parcours pour les textes de Sénèque, pour le théâtre de Sénèque, depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, une centaine d'années après l'auteur, à partir d'une centaine d'années après l'auteur, on peut suivre le parcours du texte jusqu'à maintenant. Les manuscrits les plus anciens comportant des textes de Sénèque qui ont été conservés datent du XIe siècle. Et tout cela amène évidemment à l'édition, la première édition du théâtre de Sénèque, première édition que voici, une édition donc en latin réalisée probablement en 1478, une édition à Ferrare, donc en Italie, édition du texte latin, comme on le fait en ces premiers temps de l'imprimerie, 1478, c'est très tôt dans l'histoire de l'imprimerie, c'est-à-dire le texte est imprimé, mais on ménage des espaces pour qu'un peintre, un dessinateur intervienne afin d'orner le texte de lettrines, d'enluminures. Ce que l'on fait sur les parchemins au Moyen-Âge, on continue à le faire sur les papiers imprimés dans la deuxième moitié du XVe siècle. On abandonnera cette technique après. Enfin, on le fait encore, et ici on voit bien qu'il y a un espace disponible pour que cette lettre S soit ornée, soit améliorée par un dessinateur, par un peintre, et c'est à l'acquéreur du livre de faire le travail. Ce n'est pas l'imprimeur qui va faire ce travail-là.
Donc, première édition en latin du théâtre de Sénèque. La page que l'on voit, c'est le début de l'Hercule furieux de Sénèque. L'Agamemnon suit le recueil. L'ordre des pièces de Sénèque est conventionnel, il y a une sorte de canon qui a été établi, mais la seule pièce dont on est à peu près sûr de la date de composition, c'est l'Agamemnon, donc 53 après Jésus-Christ. Donc, circulation facilité du texte à partir du moment où il est imprimé et circulation encore plus facilitée du texte à partir du moment où il est traduit en français. Voilà la première page, la première traduction en français, donc publiée, à Paris en 1534 et on voit que le XVIe siècle, le XVIIe siècle sont des moments où circulent très largement le théâtre de Sénèque en latin et en français. Si on se place dans les années 1660, on peut dire qu'il y a une dizaine d'éditions en latin qui ont été réalisées depuis 1478 et il y a eu 6 traductions en français qui ont été réalisées donc depuis 1534. Et pourquoi se placer dans les années 1660? Eh bien parce que les années 1660, c'est l'époque où vit et où travaille un auteur comme Racine. L'Andromaque de Racine est créé en 1667. Et Racine est un personnage extrêmement intéressant. Non seulement c'est l'un des grands écrivains du XVIIe siècle, évidemment, mais c'est un personnage très intéressant par la manière dont il a été formé. Racine a reçu une excellente formation, une excellente éducation, et c'est ce qui lui a permis, évidemment, d'utiliser dans plusieurs de ses pièces, eh bien, les vieilles légendes grecques qu'il connaissait parfaitement. Dans l'Andromaque de Racine, on voit qu'il y a Oreste et Hermione qui interviennent. Alors, ce ne sont pas les seuls personnages, bien sûr, mais enfin, Oreste et Hermione interviennent et on peut laisser la formule simplifiée et caricaturale qui résume l'Andromaque. Hein. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Bon. Eh bien, Oreste et Hermione sont directement des Atrides et Andromaque, Pyrrhus c'est le fils d'Achille, Andromaque et Hector évidemment sont liés à la guerre de Troie aussi. Donc Racine connaît très bien cela. Et pourquoi connaît-il très bien cela? Eh bien parce que au XVIIe siècle, lorsque l'on apprend à lire et à écrire, on apprend à lire et à écrire en latin et après en français. Et on fait cela jusqu'au XIXe siècle. Dans le cas de Racine, qui a été élevé à l'abbaye de Port-Royal, lui a reçu une éducation tout à fait spéciale pour le XVIIe siècle. Il a appris à écrire et à lire en latin, mais il a appris à écrire et à lire aussi en grec et après en français. Et le livre que vous voyez là lui a appartenu, il est conservé à la Bibliothèque nationale. On voit le nom que Racine a porté en 1656 sur la première page de son livre. Hein. C'est un livre qui lui appartenait, donc il pouvait griffonner s'il voulait sur ce livre. Mais voyez, c'est un texte, donc des écrits de Plutarque en grec, traduit en latin. Et ce type de publication est très courant dans les écoles françaises jusqu'au XIXe siècle, pour ne pas dire jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire la littérature grecque traduite en latin et pas en français. Eh bien donc, Racine connaît parfaitement les vieilles légendes grecques parce qu'il peut les lire dans le texte et parce qu'il les connaît aussi par l'intermédiaire des auteurs latins qu'il fréquente depuis son enfance. Et c'est d'ailleurs ce qu'il explique dans la préface qu'il donne à sa tragédie Andromaque. Voilà en peu de vers tout le sujet de cette tragédie, voilà le lieu de la scène, l'action qui s'y passe, les 4 principaux acteurs et même leur caractère, excepté celui d'Hermione, dont la jalousie et les emportements sont assez marqués dans l'Andromaque d'Euripide. Mais véritablement, mes personnages sont si fameux dans l'Antiquité que, pour peu qu'on la connaisse, on verra bien que je les ai rendus tels que les anciens poètes nous les ont donnés. Aussi n'ai-je pas pensé qu'il me fut permis de rien changer à leurs mœurs. Toute la liberté que j'ai prise, ça a été d'adoucir un peu la férocité de Pyrrhus, que Sénèque dans sa Troade et Virgile dans le second livre de l'Énéide ont poussé beaucoup plus loin que je n'ai cru le devoir faire. Donc Racine nous dit en propres termes que ce dont il s'est inspiré pour composer sa pièce, eh bien, c'est la tradition remontant à la Grèce ancienne, remontant à la Rome ancienne, tradition qui s'est complètement appropriée, qu'il a reformulée, évidemment, dans son propre langage. L'Andromaque de Racine, c'est une pièce du XVIIe siècle. La psychologie des personnages n'est pas du tout celle, Racine le dit lui-même, n'est pas du tout celle des poètes que les poètes antiques avaient pu forger. Il y a une spécificité, il y a un génie particulier de Racine, bien sûr, mais voilà, le génie repose aussi sur une tradition que l'auteur connaît parfaitement. Et donc, on comprend mieux pourquoi, dans
la tradition, dans la civilisation de l'Europe occidentale, on pourrait dire, l'Antiquité ait pris une telle place. Le théâtre de Sénèque est connu au Moyen-Âge, puisqu'il y a des copistes qui recopient les tragédies de Sénèque, et que c'est pour cette raison-là que ces tragédies nous ont été conservées, et qu'on a commencé à les imprimer à partir du XVe siècle. Mais au Moyen-Âge, si on copie les textes de Sénèque, c'est parce qu'on leur accorde une certaine importance, mais dans la littérature du Moyen-Âge, le théâtre de Sénèque n'a pas d'influence particulière. En revanche, à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle, les poètes antiques vont être choisis, vont influencer les créateurs. Donc, là, je prends l'exemple du théâtre, on pourrait prendre l'exemple d'autres arts, l'opéra, par exemple, c'est assez clair aussi, hein. Et donc, d'autres arts qui vont être ainsi fécondés, on pourrait dire, par l'héritage antique. Et cela va durer jusqu'à nos jours avec les arts modernes que sont le cinéma ou la bande dessinée. On voit encore ce processus. Et donc, si on reste sur le théâtre, on voit que au fil du temps, eh bien, il y a, là je prends des exemples de mise en scène, il y a des pièces qui sont mises en scène et qui sont à sujet antique. Vous avez là une mise en scène de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le grand acteur qui était Mounet Sully. Vous avez là une mise en scène de la première moitié du XXe siècle, une mise en scène de la deuxième moitié du XXe siècle, et même une mise en scène des débuts du XXIe siècle, mise en scène donc de ces auteurs antiques, donc Échille, Euripide, Sophocle et tous les autres. Je vais rester un instant sur cette image, sur cette mise en scène de 2019. C'est une mise en scène qui avait été proposée par la Comédie Française d'un texte de Ivo van Hove. Ivo van Hove s'était inspiré de l'Orestie d'Eschyle et il avait voilà, malaxé cette Orestie d'Eschyle pour produire un texte plus compact, plus synthétique, une création contemporaine, bien sûr, mais enfin une création très, très largement inspirée de l'auteur antique. La pièce avait été présentée à Paris, à la Comédie Française, et elle a été présentée aussi, en 2019, à Épidore, dans le théâtre antique. Alors, bon, à Épidore, dans le théâtre antique, quel genre de spectacle donnait-on dans l'Antiquité? Ça, on n'en sait pas grand-chose, hein. C'est plutôt à Athènes qu'on a créé les pièces d'Échille, d'Euripide et de Sophocle, bien sûr. Mais enfin, là, la représentation avait eu lieu dans le théâtre antique d'Épidore. Donc, les comédiens français étaient venus interpréter ce texte à la fois antique et moderne. Ils interprétaient le texte, ils parlaient en français dans le théâtre d'Épidore, c'est pourquoi il y avait un sous-titrage en grec et en anglais, hein, pour que le public composé en grande partie de spectateurs grecs, venant écouter des comédiens français parlant français, hein. Et donc c'est toute une performance intéressante, sur laquelle il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, qui avait été réalisée. Mais enfin, cela illustre bien quand même le caractère vivant de cette tradition depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Ça ne résume pas la totalité de la création contemporaine, bien entendu, mais enfin, c'est quand même une tradition vivante aujourd'hui encore, et les spectateurs de 2019 avaient pu manifester un certain intérêt pour cette représentation donc des comédiens français à Épidore. Alors voilà, je voudrais terminer en insistant sur cette connexion entre le temps d'Agamemnon, ou tout au moins l'Agamemnon des écrivains, sinon l'Agamemnon des véritables rois de Mycène. En tout cas, le temps d'Agamemnon et nous, il y a un lien qui s'est établi petit à petit au fil du temps, un lien qui passe par la transmission des textes, un lien qui passe aussi par l'intérêt que l'on porte à ces textes. Ce n'est pas parce qu'on transmet un texte qu'on s'intéresse vraiment à ce texte. On voit bien avec Sénèque au Moyen-Âge. Hein. Il n'est pas inconnu, bien sûr, mais enfin, il n'a pas la même aura et le même écho que ce qu'il pourra avoir par la suite. De même que si on prend un autre exemple tout à fait différent, une partie de l'héritage culturel antique a été transmis par les érudits de la civilisation arabe, du monde arabe. On ne peut pas dire que cet héritage culturel antique ait beaucoup influencé la civilisation arabe, hein. En revanche, là, il y a à partir du XVIe, du XVe, XVIe, XVIIe siècle, il y a dans le monde occidental une influence beaucoup plus marquée. Et donc, la conclusion, c'est que dans cette transmission, eh bien, l'Italie joue un rôle absolument capital. L'Italie romaine, évidemment, avec ses formules, ses sentences,
de deux écrivains fameux de la Rome antique, hein, notamment Horace. La Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur et a amené dans la Grèce de la Sium les arts. Eh bien, donc l'Italie s'est comprise, a vécu, je dirais, ce contact culturel avec la civilisation grecque. Elle se l'est appropriée d'une certaine façon. Mais le résultat a été que toute l'Europe occidentale s'est habituée à considérer la civilisation grecque à travers les lunettes de Rome, si je peux dire, à travers le filtre de Rome. Et il a fallu seulement le travail des archéologues et des historiens à partir du XXe siècle pour qu'il y ait un contact direct entre eux, enfin direct pour la Grèce, sans passer par le filtre de Rome. Rome et l'Italie antique, mais l'Italie du XVe siècle, avec les humanistes, a joué un rôle essentiel pour cette transmission. Et c'est comme ça que dans la culture occidentale, eh bien, on a vu apparaître des tragédies à sujet grec, l'Andromaque de Racine, ou bien alors, évidemment, une pièce de Foscolo, Tieste, ou bien une pièce d'Alfieri, Agamemnon. Et Agamemnon était roi de Mycène, et Mycène, bien, c'est la promenade que nous avons accomplie aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.